Donc, bonjour. En tant qu'enseignant, fils d'enseignant et même arrière-petit-fils d'enseignant, je ne peux être que très sensible à votre présence ici et à la mienne. Et donc, je voudrais balayer un peu, des fois de manière pas forcément liée, l'ensemble des problématiques qui accompagnent l'archéologie telle qu'elle se pratique maintenant, et notamment en particulier grâce aux travaux depuis maintenant une vingtaine d'années de l'Institut national de recherche archéologique préventive. Donc pour le grand public, l'archéologie, ça peut être souvent ça, l'aventure donc. Et après tout, pourquoi pas, on peut se reconnaître dans ces deux collègues en tant qu'archéologue. Mais par ailleurs, effectivement, c'est ça qui donne envie souvent aux enfants d'être archéologues. Je passe mon temps à croiser des gens qui me disent ah, j'aurais tellement voulu être archéologue. Heureusement, tous ne le font pas, seuls quelques obsessionnels continuent dans cette carrière. Et on voit pour l'archéologie effectivement la passion de la découverte. Et pendant un certain temps, l'archéologie est liée à trésor, hein, si vous regardez les mentions dans la presse, surtout la presse régionale, de fouilles en cours, c'est toujours tel endroit révèle ses trésors, etc. Même si effectivement ça ne ressemble pas à ce qu'on peut s'imaginer comme trésor. De fait, au départ, l'archéologie, quand elle apparaît au sens moderne du terme, c'est-à-dire à la Renaissance, elle est liée à l'histoire de l'art. Moi-même, mon département à l'Université de Paris 1 s'appelle Institut d'histoire de l'art et d'archéologie. Pendant très longtemps, l'archéologie, ce n'était que les objets d'art anciens. Là, c'est une vue de l'Université de Rome de copies d'art antique. Et quand l'archéologie commence donc à la Renaissance, c'est d'abord sous forme de ce qu'on appelait des cabinets de curiosité identiques, où les curieux, en général ceux qui avaient les moyens, entassaient toutes sortes de curiosités, qu'elles soient zoologiques, ethnologiques ou archéologiques. Et ça a été cette phase d'accumulation pendant le 16e, 17e, 18e siècle. Et c'est à partir du 19e siècle qu'on commence à donner des règles méthodologiques plus précises. Et pendant tout le 16e, 17e, l'archéologie était fonction de découverte au hasard. On creusait dans la ville de Rome et on tombait sur un certain nombre de statues, etc. Les premières fouilles volontaires, organisées, on dit, dans notre jargon administratif, on dit les fouilles programmées, ne commencent qu'au XVIIIe siècle à Pompéi, et avec des techniques encore très approximatives. Alors on fait toujours des découvertes spectaculaires quand même, hein, donc la fameuse armée de l'empereur de Chine, 8000 soldats, mais ce n'est que l'une des armées, et ces armées protègent l'énorme tumulus de l'empereur, qui fait plus d'une centaine de mètres de hauteur et qui jusqu'à présent, et heureusement, n'a pas encore été fouillé. Mais néanmoins, l'archéologie, à partir du moment où elle s'est étendue dans l'espace et dans le temps, s'est intéressée de plus en plus à des objets beaucoup plus modestes. Ici, la rupture en France, ça a été les fouilles d'André Leroi-Gourhan dans les années 60, où on s'est mis à cartographier, dégager chaque morceau de charbon de bois, petit morceau d'os, pour arriver à reconstituer toute la vie préhistorique. Et effectivement, l'archéologue, ce n'est plus maintenant le héros solitaire que je vous montrais dans la première diapositive, mais c'est nécessairement toute une équipe, c'est des dizaines de personnes et une collaboration avec de très nombreuses sciences naturelles ou physico-chimiques, de tel point qu'effectivement les trésors deviennent invisibles, comme ici il s'agit de pollen qui peuvent se conserver
dizaines de milliers d'années, voire plus, et qui vont nous renseigner sur le climat et la végétation. Ça peut être des objets entièrement abstraits comme des modèles, comme il en existe dans toutes les sciences. Ça peut être des objets beaucoup plus modestes, comme ici des latrines médiévales, qui vont nous renseigner sur les maladies, l'hygiène, l'alimentation, etc. Et dans ce déplacement sur le temps, l'archéologie s'intéresse aussi aux périodes les plus récentes. Ici, les travaux de William Radjay aux États-Unis, qui pendant un an, avec un groupe d'étudiants, a échantillonné des poubelles de la ville de Tucson en Arizona, avec des résultats non triviaux sur ce qu'étaient les comportements de gaspillage de la société états-unienne. 20% de la nourriture jetée intacte, les classes moyennes sont celles qui gaspillent le plus, etc. Souvent en contradiction avec les enquêtes sociologiques qui pouvaient être menées en même temps. Je viens de parler du présent. Il y a même une archéologie d'une certaine manière du futur, hein, ou dans des allers-retours. Quand la NASA a envoyé la navette Voyager, qui a quitté le système solaire depuis un certain temps, elle a mis cette petite plaquette pour expliquer aux extraterrestres ce qui nous étions, donc avec la représentation du système solaire, un homme, une femme, un peu stylisé, le nombre pi, etc. Donc un objet archéologique dont on ignore ce qu'il deviendra. Et il y a également une archéologie extraterrestre, non pas celle des petits hommes verts, mais qui commence à cartographier tout ce qu'on envoie sur Mars, sur la Lune notamment, pour d'une part savoir où c'est, parce que sinon la mémoire peut s'en perdre assez rapidement. Donc c'est ce qu'on appelle une carte archéologique dans notre métier, et aussi éviter que ça devienne des enjeux commerciaux une fois que ça commencera à être récupéré par des sociétés privées. Il y a aussi une autre démarche qu'on appelle les capsules temporelles, qui consiste à enterrer dans le sol des objets contemporains pour les léguer d'une certaine manière à l'humanité. Ce qui finalement n'est pas si nouveau, puisque quand on construit un monument ou une tombe ou des peintures rupestres, c'est effectivement pour qu'elles durent et qu'elles puissent être retrouvées plus tard. Cette démarche a été faite notamment à Nantes, où ont été prises dans un mur pour un siècle, 8000 objets où les Nantais étaient invités à déposer des objets personnels. Et ces boîtes seront en principe ouvertes le 1er janvier 2100 et nous renseignerons sur ce qui pouvait être important dans le siècle précédent pour les habitants de cet endroit. Et il y a aussi une autre démarche qui consiste à imaginer ce que les archéologues du futur pourraient dire. Par exemple, là, dans le motel des mystères fait par l'archéologue américain Macaulay, il imagine la fouille d'un motel américain dans 1000 ans et les erreurs d'interprétation qu'on risquerait de faire, prendre le poste de télévision pour un hôtel rituel, puisque vous savez, nous, les archéologues, quand on ne sait pas interpréter quelque chose, on dit toujours que c'est rituel, parce que comme ça ne mange pas de pain. Interpréter donc la lunette des WC comme un plastron cérémoniel, etc., etc. Et il y a une exposition qui tourne en France, elle était à Épinal l'an dernier, faite par un collègue suisse, Laurent Flutsch, qui imagine effectivement ce qu'on dirait dans quelques siècles sur des objets de notre vie quotidienne.
Ce qui amène à évoquer aussi, et ça a été fait dans les discours de présentation, les rapports entre l'art et l'archéologie. Je vous avais dit qu'au départ, l'archéologie s'identifiait à l'histoire de l'art, et notamment dans ma génération de baby boomers, notre but c'était de nous débarrasser de l'histoire de l'art, justement de faire de l'archéologie une discipline anthropologique, c'est-à-dire de comprendre comment fonctionnaient les sociétés sans mettre les objets d'art à la poubelle, mais les objets d'art n'étant qu'un aspect de cette société en général destinée à l'élite et à manifester son prestige, etc., mais pas plus important que des tas d'autres choses, la fouille des latrines ou de la moindre chaumière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ces dernières années, depuis une trentaine d'années, c'est les artistes, enfin certains artistes qui ont rattrapé d'une certaine manière l'archéologie en ayant une démarche archéologique, c'est-à-dire en s'interrogeant sur les débris, les déchets de nos sociétés contemporaines. Donc ça date effectivement à partir des années 50-60, même entre les deux guerres avec Kurt Schwitters en Allemagne, mais surtout à partir des années 50-60. Donc Picasso ici et César avec ses fameuses compressions de voitures. Donc on fait des déchets, c'est-à-dire notre quotidien d'archéologue des œuvres d'art. Et là, une performance dont vous avez une conséquence au dos du livret du programme que vous avez sur ces 2 journées. Donc l'artiste d'origine roumaine Daniel Spuri, que vous avez ici au premier plan, en 1983, invite une centaine de convives des milieux branchés de l'histoire de l'art dans le parc du Moncel à Jouan-Josas, qui sera celui de la Fondation Cartier. Et au milieu du repas, on dépose les tables, le plateau des tables avec tout ce qu'il y a. Alors je vous rassure, ils auront quand même un dessert et du café qui sera servi ensuite. Et donc en 2010 puis en 2016 avec l'INRAP, et vous avez Daniel Spuri est ici, il a 92 ans maintenant, nous avons commencé nous avons fait la fouille donc près de 30 ans après avec ce qu'on retrouve. Ce qui est intéressant aussi par rapport au sort des objets, parce que par exemple le bois des tables en aglo avait disparu, les nappes aussi. En revanche, les gobelets en plastique étaient en parfait état et on pouvait boire dedans. Et on a fait un moulage donc en latex avec après un tirage en bronze. Ce qui est intéressant, c'est que Daniel Spuri, qui appartient au mouvement dit des nouveaux réalistes et à l'art éphémère sur le tard, s'intéresse à fabriquer au contraire des objets en bronze. Donc voilà aussi la même chose en 3D, dont on peut penser ou pas que c'est une œuvre d'art, et le tirage d'un des mètres carrés de ce moulage. Alors la rencontre avec l'archéologie s'était faite parfois anciennement. Ici c'était Rodin qui récupérait des vases archéologiques, soit de l'âge du fer, soit mérovingien comme en bas, et qui fabriquait ces espèces de chimères. Alors, maintenant, il aurait plus de mal parce qu'on se cramponnerait à nos petits vases et on ne voudrait pas lui prêter. Mais à l'époque, effectivement, c'était faisable. Alors, est-ce que c'est ou non de l'art? C'est de l'art, puisque effectivement, tous ces rencontres entre et c'est pas seulement Spuri, mais beaucoup d'autres, entre archéologie et art contemporain, eh bien, est reçu maintenant depuis un certain temps, disons depuis au moins une dizaine d'années, dans des musées d'art contemporain, comme une des premières expositions qui avait lieu à Bienne, en Suisse, où vous aviez
s'appelait aussi bien notre déjeuner, puisque la performance de Sperry il l'a appelé le déjeuner sous l'herbe. Donc notre déjeuner sous l'herbe à droite, en haut un authentique vase néolithique chinois recostumisé par le célèbre plasticien chinois Ai Weiwei. Ici un faux cabinet de curiosités identique par l'artiste américain Mark Bayon, etc., etc. En revanche, est-ce que c'est de l'archéologie? C'est en discussion, puisque comme un archéologue consciencieux, j'avais demandé l'autorisation au ministère de la Culture pour faire cette fouille, et on m'a répondu on m'a refusé cette autorisation en me disant que c'était pas de la vraie archéologie, donc je pouvais faire ce que je voulais. Et il disait que quant au débat sur les limites de l'archéologie, il est faussé par la personnalité même du porteur du projet, c'est-à-dire par moi-même. Ce qui était bizarre à 60 ans de se faire traiter de galopin, mais bon, c'est pas. Il précisait que ça ne relève pas de la recherche archéologique telle que définie par le Code du patrimoine. Le Code du patrimoine, il dit ça, c'est-à-dire qu'à peu près tout objet est susceptible d'être effectivement archéologique à partir du moment où il est question du développement de l'histoire de l'humanité. Actuellement, les sites les plus récents qui ont été fouillés suivant la loi sur l'archéologie, ce sont des camps de prisonniers allemands en 1948 en Normandie. Donc jusque-là, 1948, c'est de l'archéologie. 1983, c'est pas de l'archéologie, donc ça doit être quelque part au milieu, la limite. Donc, je vous montre d'autres exemples pour montrer que c'est pas isolé. À Hambourg, le monument contre le fascisme qui a été élevé au milieu de la ville par deux plasticiens, Jochen Gertz et Esther Chalef-Gertz, qui par ailleurs a exposé au musée du Jeu de Paume il y a quelques années. Donc une grande colonne sur laquelle les gens étaient invités à écrire des choses, et puis quand c'était plein, on baissait progressivement la colonne. Et actuellement, on ne voit plus rien, juste le haut, et donc c'est un objet archéologique à redécouvrir un jour, et si c'est dans très longtemps, on pourra effectivement s'interroger. Et Jochen Gertz également a fait ce qui s'est appelé la place du monument invisible dans le château de Saarbrück en Allemagne, qui était le siège de la Gestapo pendant la guerre. Devant ce château, chaque jour, chaque nuit, avec ses élèves d'une école d'art, il décellait un pavé et dessous il écrivait le nom d'un des 2200 cimetières juifs vandalisés par les nazis sous le nazisme, et il remettait soigneusement le pavé. Et ça finit par se savoir, la municipalité l'a assumé, donc ça s'appelle place du monument invisible, et c'est effectivement invisible, et en même temps c'est un monument. Bon, je vais m'arrêter là sur art et archéologie, parce que c'est quelque chose qui effectivement se développe de plus en plus. Je suis en train de travailler par exemple avec la plasticienne Sophie Kahl, qui représentait la France il y a quelques années à la Biennale d'art contemporain de Venise, sur justement d'autres projets à la rencontre entre les deux. Alors, ceci ne veut pas dire qu'effectivement l'archéologie se situerait dans une espèce de monde de rêverie ou de création intéressante ou non, mais on se situe évidemment délibérément en tant que discipline scientifique. Alors scientifique évidemment parce qu'on recourt aux autres sciences, datées par le carbone 14, analyser le contenu des poteries, par la chimie, l'alimentation, par la chimie osseuse, etc. Mais en même temps, ce qui définit
une science, c'est la capacité aussi de reproduire l'expérience et sa capacité de prédire éventuellement un résultat. Donc c'est développé, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était juste un rappel pour dire qu'on se situe bien dans une démarche scientifique. Il y a tout ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale qui consiste à refabriquer des objets, y compris en essayant de reconstituer toutes les techniques, mais aussi leur usage et leur utilisation, qu'il s'agisse d'outils ou même d'architecture, ou même ici de vins romains, tel refait d'après à Beaucaire, dans le sud de la France, en reprenant les recettes romaines, et également autre démarche, ce qu'on appelle l'ethno-archéologie, c'est-à-dire observer dans les dernières populations traditionnelles comment fonctionne un certain nombre d'objets. Ici en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le dernier endroit au monde où on fabrique encore des haches en pierre. Alors ça ne veut pas dire que c'est parce que c'était comme ça dans telle société que c'était forcément pareil dans les sociétés anciennes, mais ça donne un certain nombre d'idées, voire de contre-exemples par rapport au raisonnement archéologique usuel. Donc ici, notamment, c'est les travaux d'Anne-Marie et Pierre Pétroquin en Papouasie sur ces haches et sur leur fonction sociale, et qu'ils ont appliqué d'ailleurs sur le néolithique en Europe occidentale, en retrouvant de cette manière-là des carrières de pierre anciennes, et en observant également l'intérieur de ces habitations traditionnelles. Si bien que quand on parle d'archéologie, en fait, si on croise deux choses, le fait que les objets soient anciens, contemporains, et le fait qu'on enquête sur des sociétés anciennes ou contemporaines, eh bien, on peut avoir quatre formes d'archéologie. L'archéologie au sens où on l'entend normal, ici, on enquête effectivement sur des sociétés anciennes à travers des objets anciens. Quand c'est à travers des objets contemporains, c'est-à-dire qu'on refabrique, c'est de l'archéologie expérimentale. Quand c'est des sociétés contemporaines, mais avec des techniques anciennes, c'est l'ethno-archéologie. Et quand les deux choses sont contemporaines, ben c'est l'étude des poubelles, telle que je vous l'avais montré tout à l'heure. Alors, puisque ceci se fait aussi dans le cadre de l'INRAP, c'est-à-dire l'archéologie préventive, et comme il a été dit en introduction, l'archéologie préventive n'est pas toujours l'ami des élus et des aménageurs, même si l'avantage des élus, c'est qu'ils sont élus, donc quand ils s'aperçoivent que l'archéologie intéresse leurs électeurs, ils sont capables d'évoluer dans leurs considérations. Donc pour rappel, les travaux qui entament le sol, qui artificialisent, comme on dit, c'est 600 km² en France chaque année, c'est-à-dire la surface d'un département français en 8 ans, ou un terrain de football tous les 4 minutes. Donc essentiellement les tracés linéaires, c'est-à-dire les routes, lignes de TGV, etc., les carrières de sable pour faire le béton dans lequel nous vivons, qui détruisent tout le sol des vallées, et puis toutes les constructions urbaines ou rurales. Donc comme il est écrit, hein, on a recensé à peu près 500 000 sites sur ce qu'on appelle la carte archéologique, mais on peut estimer qu'il y en a 10 fois plus. La surface, je viens de vous le dire, et sachant que sur un tracé linéaire où maintenant la loi impose des sondages systématiques, ben on trouve un site important à peu près tous les kilomètres. Donc il faut se dire que les premiers réseaux autoroutiers en France, ou même la première ligne de TGV Paris-Lyon, il n'y a eu aucune fouille préventive.
Donc, si vous allez de Nice à Lille, 1200 sites, 1200 km, 1200 sites de toute époque qui ont disparu sans aucune opération, sans aucune observation. Donc ce qu'on fait usuellement, c'est effectivement des sondages systématiques sur à peu près 10% de la surface pour savoir s'il y a un site. Cela dit, ces sondages systématiques ne sont faits que sur 20 à 25% des surfaces aménagées. Beaucoup échappent entièrement à l'observation, effectivement, faute de moyens. Et sur ces 20-25%, il y en a à chaque fois 20 à 25% qui génèrent de véritables fouilles. C'est-à-dire qu'en gros, à la fin, c'est 3-4% des surfaces aménagées qui font l'objet de fouilles archéologiques. Ici, le long d'un tracé d'autoroute, ou ici à l'intérieur de la ville de Martigues, dès qu'on décaisse les rues, ou ici à Marseille, les restes de la ville grecque fondée vers moins 600, ou plus récemment, dans les années 80, quand a été aménagée la pyramide du Louvre et tous les nouveaux aménagements du Louvre, tout le Paris du 16e, 17e, 18e siècle. Alors, il y a une liste des sites importants répertoriés par l'UNESCO, The World Heritage List, les sites du patrimoine mondial que vous avez ici, mais il y en a un petit millier, et un petit millier, c'est à peu près ce qui se détruit dans le monde chaque jour, puisque même s'il y a eu parfois de grosses opérations de sauvetage, comme le célèbre cas du barrage d'Assuo, où on a même démonté un temple entier pour le remonter un peu plus loin. Eh bien, ou quelques opérations liées au barrage sur l'Euphrate en Turquie et en Syrie, comme ici la ville de Zeugma en train d'être noyée. Le barrage des Trois Gorges, où effectivement il y a eu jusqu'à 70 000 ouvriers qui travaillaient à la fois sur différents sites archéologiques, parce que c'était une opération remarquable, mais sinon la Chine a 2 fois moins d'archéologues que la France, sur un territoire 17 fois plus grand. Cela dit, avec des méthodes qui sont tout à fait comparables aux nôtres. Mais dans les pays dits du tiers-monde ou en voie de développement, comme ici en Nouvelle-Guinée, eh bien, il n'y a évidemment aucune observation, même dans ces mines qui sont extrêmement agressives pour le sol. Et par des grandes compagnies internationales, elles sont même gardées par l'armée pour éviter toute intrusion. Alors, en Europe, on a de la chance parce qu'on est protégé par une convention européenne dite de Malte qui empêche, qui oblige les États à faire de l'archéologie préventive, mais c'est le cas aussi pour les grands pays développés comme les États-Unis ou le Japon, mais en revanche, pour le reste du monde, la situation est tout à fait catastrophique. Là, je prends juste un dernier exemple à Nîmes, cours Jean Jaurès, 6000 mètres carrés, avec toute une ville romaine dans un quartier qui n'avait jamais été réoccupé après, avec des maisons, des murs conservés sur 1,50 m, des mosaïques, des rues pavées, une fontaine avec une statue de Neptune grandeur nature, des grandes mosaïques, etc. Et maintenant ce superbe parking que voilà et qui vous remercie. Donc on peut se demander, c'est bien, moi je suis content de garer ma voiture quand je vais à Nîmes, mais est-ce qu'il y aura toujours des voitures dans 2000 ans et des parkings? C'est-à-dire, autrement dit, est-ce que ceci justifie cela? Et c'est effectivement le maire, pour se faire pardonner, a construit du coup après avoir beaucoup hurlé contre les archéologues, a construit un grand musée de la romanité qui a été inauguré il y a 2 ans. Alors, puisque je parle de musée, j'évoque
rapidement aussi le fait que longtemps l'archéologie était très ennuyeuse parce que c'était des poteries poussiéreuses dans des vitrines poussiéreuses. Il y a un renouvellement depuis une vingtaine d'années de la muséographie archéologique et qui n'en est qu'à ses débuts, grâce à la 3D en particulier, grâce aussi à la réalité virtuelle qui fait qu'on peut maintenant commencer à se promener à l'intérieur des monuments en restant dans son fauteuil. Je vous avais montré tout à l'heure le déjeuner sous l'herbe sous cette forme. Et qu'effectivement, il y a des laboratoires qui travaillent notamment sur la reconstitution, au moins en 3D, des monuments détruits comme à Palmyre, entre autres, et ce n'est que le début. Je voudrais aussi évoquer l'histoire des faux, parce que les faux archéologiques, vous savez qu'on est beaucoup dans la post-vérité, et que c'est accentué considérablement par les réseaux internet. Et par exemple, ce personnage, Erich van Däniken, il a vendu à peu près dans toutes sortes de langues à peu près 60 millions d'ouvrages. Donc nous, archéologues, quand on en vend 1000, on est très content. Donc si on pose la question de où est la demande sociale, on pourrait penser que c'est plutôt de ce côté-là. Däniken, donc à partir des années 70, a popularisé l'idée que les grands monuments sur Terre, les pyramides, le Parthénon, toutes sortes de choses avaient été construits en fait par les extraterrestres et pas par nous, humbles humains, avec toutes sortes de preuves. Par exemple, là, si on regarde bien, on voit un cosmonaute qui est en train de piloter un engin spatial sur le couvercle d'un sarcophage à Palenque. Mais si on le retourne, on voit qu'il s'agit d'un arbre de vie avec un sacrifié ici en bas. Mais si vous tapez Palenque sur Internet, vous aurez des millions d'occurrences pour vous expliquer que c'est un extraterrestre. Alors il y a toutes sortes de livres pour expliquer que ceci ne tient pas debout, mais comme on est de l'ordre de la foi et pas du raisonnement, c'est comme tous les problèmes là autour des antivax ou de la post-vérité en général, on n'est pas dans le même registre donc, de discours. Donc en fait, on n'y peut pas grand-chose. Mais c'est bon aussi de le savoir parce que éventuellement, ça un peu intéressé des élèves, des adolescents qui voient ce genre de choses et qui pensent que c'est la vérité. Et c'est pas si loin de nous, puisque vous vous souvenez peut-être que le 21-12 2012, oui c'est ça, 21 décembre 2012, c'était normalement la fin du monde d'après le calendrier Maya, et donc il y avait des gens qui s'étaient réfugiés dans ce pauvre village de l'Aude, parce que je ne sais plus quel devin avait dit que c'était le seul endroit qui serait pas entièrement détruit par la fin du monde. Donc la fin du monde n'a pas eu lieu, mais elle pourrait avoir lieu là, peut-être en décembre 2021, puisque c'était 2012-2021. Il est bloqué, le truc, c'est les extraterrestres. Au secours. Oui. Et il ne veut plus bouger. Puis il y a ce machin là qui s'est mis là. Peut-être qu'il faut l'effacer. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc il y a une très belle exposition à Neuchâtel, au musée de Neuchâtel, il y a une dizaine d'années, qui s'appelle L'Âge du faux, avec un beau catalogue, parce que toutes sortes, les faux en archéologie, c'est important, et ça a servi des fois même à des démonstrations. Par exemple, quand on ne croyait pas tout à fait à l'existence des hommes préhistoriques très anciens, eh bien, on a exhibé cette mâchoire qui est dite de Montmorin, Moulin-Quignon, je me souviens jamais, qui a été la preuve admise cette fois par toute la science au milieu du 19e siècle, et en fait, c'était une mâchoire moderne. Et les crânes de cristal, c'était le 4e épisode d'Indiana Jones, justement, dont on parlait tout à l'heure. En fait, c'est des faux. Ils ne sont pas du tout mayas.
Et là, c'est la célèbre crâne de Piltdown, qui était le chaînon manquant qu'on a enfin trouvé en 2012, en 1912, entre le singe et l'homme, et c'était effectivement intermédiaire, puisque c'était une mâchoire d'orang-outan avec un crâne d'homme du Moyen-Âge. Et une très célèbre histoire qui rebondit régulièrement dans les médias, c'est à Glausel, un petit village de l'Allier, où un paysan inventif a trouvé toutes sortes d'objets bizarres, à la fois évoquant le paléolithique avec des rennes, mais avec une écriture de type phénicien. Et vous savez, il y a eu des grandes émissions sur TF1 parlant de l'affaire Dreyfus, de l'archéologie, etc. Alors, maintenant, pour rentrer dans le cœur du débat, je vais lister de manière des fois pas forcément liées les unes avec les autres, parce que c'est c'est des fois des problématiques assez différentes. La question je vais commencer par la question de l'évolution. Effectivement, on évolue tous à chaque reproduction. Le produit de notre reproduction est pas directement la même chose que nous, comme vous avez dû le remarquer, et avec des changements génétiques dont les uns sont bénéfiques, les autres sont négatifs, et les autres sont neutres. C'était l'homme moderne, c'est-à-dire vous et moi, on émerge depuis à peu près 300 000 ans, mais d'une longue histoire, puisque les plus anciennes formes humaines ont 6 à 7 millions d'années. Cette évolution, maintenant, on a du mal à savoir ce qu'elle sera, parce qu'on intervient maintenant avec la médecine, les contrôles, les échographies prénatales, etc. On intervient sur notre évolution. Par exemple, avant, les myopes avaient peu de chance, une chance de survie beaucoup plus faible, puisqu'ils rataient leur cible, ils ne voyaient pas débouler les mammouths sur eux. Et maintenant, à cause des lunettes, non seulement les myopes peuvent survivre, mais même ils peuvent se reproduire entre eux. Et donc, il y en a de plus en plus. Donc, on sait, vous avez ce schéma inévitable, comme ça, ou une autre représentation qui est sous la forme d'armes. Mais en fait, grâce à la génétique, puisque maintenant on peut retrouver l'ADN, même très ancien, on s'est aperçu que la notion d'espèce, ces différentes espèces humaines, était extrêmement floue, et qu'on n'avait pas arrêté de se croiser les uns avec les autres. Et que donc ce qu'il faut imaginer, c'est un buissonnement, mais un buissonnement pour lequel on n'a pas encore assez d'éléments pour l'affirmer. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à représenter pour l'instant, on identifie des formes, sachant qu'elles se sont sans arrêt croisées. Là, vous avez le temps, 6 millions, 5 millions jusqu'à 0. Et puis là, vous avez les différentes espèces humaines identifiées dans l'état actuel de nos connaissances. Et ce qu'on sait, c'est que, par exemple, tous dans cette salle, on a 2, 3, 4% de gènes de Néandertal, ce qui est l'occasion de vous interroger sur votre part néandertalienne, sachant que on pense que c'est notamment une certaine susceptibilité au coronavirus viendrait de ces gènes néandertaliens. Donc, croisement. On a identifié, grâce à la génétique, depuis une dizaine d'années, des nouvelles espèces. Et il y a 100 000 ans à peu près, il y avait 5 ou 6 espèces humaines en parallèle. Donc, Sapiens, Néandertal, Denisova en Asie, une nouvelle espèce qui s'appelle Naledi en Afrique du Sud, et 2 espèces de petite taille dans les Philippines et en Indonésie. Et toutes ces espèces, on sait que Denisova et Néandertal se sont croisés, Denisova et Sapiens, etc. Et tout ça ne date que des 10 dernières années. Donc on peut penser qu'on en saura de plus en plus, et qu'il faut vraiment s'imaginer l'histoire humaine, non pas comme une espèce de progrès continu, mais comme un métissage permanent, sachant qu'il y a effectivement progrès, entre guillemets, puisque c'est l'effet de la sélection naturelle. Si vous avez un plus gros cerveau, vous êtes en principe plus malin, et donc vous avez plus de chances de survie, bien qu'avoir un très gros cerveau, ça peut avoir des inconvénients, hein, la part obscure, etc.
Donc, ceci a fait aussi, a poussé aussi à toutes sortes de réflexions sur qu'est-ce que l'évolution humaine, de réflexions très actuelles, justement dans le même schéma. Si vous vous promenez sur Internet, vous avez toutes sortes de mèmes, comme on dit maintenant, sur ce type d'évolution, avec des évolutions même de moins en moins optimistes, mais en même temps tout à fait réelles, comme ce qu'on appelle le transhumanisme actuellement, c'est-à-dire l'idée qu'on va être remplacé par, soit qu'on va être remplacé par les robots, soit qu'on va se transformer nous-mêmes en robots, c'est-à-dire augmenter toutes nos capacités. C'est sûr qu'on est plus ou moins optimiste, mais c'est des débats qui sont parfaitement réels, hein, et également sur la question de la domination masculine, hein, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure et que vous verrez plus abondamment avec Anne Augereau cet après-midi. Alors, comme il a été dit aussi dans les introductions, effectivement, l'archéologie est un enjeu tout à fait important quand on évoque l'identité, la France éternelle, etc. Et on peut voir ça dans à peu près tous les pays. Si un pays paye des archéologues, c'est aussi pour identifier et exalter son glorieux passé. C'est un problème qu'on a nous-mêmes en tant qu'archéologue quand on va contacter les élus, parce que quand on va dire mais monsieur le député maire, c'est notre passé, notre identité, notre mémoire, etc., on est dans des arguments qui sont quelquefois un peu limites, même si on se dit que ce qui compte c'est le résultat. Par exemple, au Grand Musée national de Budapest, il y a un bout de la colonne Trajane, puisque l'empereur Trajan a vaincu les Daces, c'est-à-dire les peuplades qui, il y a 2000 ans, vivaient sur l'actuel territoire roumain. Et donc, on va exalter cette idée de la Dacie, donc la voiture de l'époque Ceausescu, c'était la Dacia qui a été rachetée par Renault et qui maintenant fait partie des voitures pas trop chères, mais avec effectivement ce processus de se référer aux anciens. En Ukraine, on va évoquer le passé des Scythes, SCYTHE, qui était un peuple qu'on connaît assez bien par les Grecs, mais qui était de langue indo-iranienne et qui n'a peu de rapport avec les Ukrainiens actuels qui sont de langue slave. Mais on va quand même faire éditer des timbres à la gloire de l'Ukraine, avec ici le tsar scythe, ici l'Amazone scythe, etc., etc., pour se référer à ce passé glorieux et d'une manière très officielle, puisqu'il s'agit des timbres postes. Il y a eu une question dont je m'étais occupé incidemment, qui était celle de la Macédoine. La Macédoine antique, au sens de Philippe II et Alexandre le Grand, c'était ce que vous avez en rouge. Actuellement, c'est à cheval entre trois pays, la Grèce, la Bulgarie et la République yougoslave de Macédoine. La République de Macédoine s'appelait République de Macédoine du temps de la Yougoslavie, qui comprenait 6 républiques. C'était une république fédérale. Et puis, quand il y a eu l'éclatement de la Yougoslavie, la République de Macédoine s'est appelée Macédoine. Et brusquement, ça a fâché les Grecs. Et pendant, jusqu'à il y a 2 ans, la République de Macédoine, qui était devenue indépendante, n'avait pas le droit de s'appeler République de Macédoine. Ça s'appelait Former Yugoslavian Republic of Macedonia, donc FIROM, ex-république, c'était le seul pays qui s'appelait ex. Et donc c'était revendiqué des deux côtés. Vous avez ici les mouvements nationalistes grecs, vous faisiez une carte de la Macédoine comme ils l'entendaient, c'est-à-dire à cheval sur les 3 pays.
où il a écrit la Macédoine, est grecque, et de l'autre côté, en Macédoine yougoslave, vous avez exactement la même carte, avec un décor qui était sur la boîte en or qui contenait les cendres de Philippe de Macédoine, tel que ça a été retrouvé à Vergina en Grèce. Et ça a été à tel point que moi qui travaillais en Grèce, quand j'ai publié un article justement là-dessus, je l'ai fait sous un pseudonyme parce que j'aurais été interdit de fouille du coup aussitôt. Donc là, ça a été l'effet effectivement de la balkanisation progressive de la Yougoslavie et dont elle s'est toujours pas remis. Et à tel point que la Bosnie-Herzégovine, qui est en vert ici, qui n'avait pas qui n'a jamais été un État indépendant et qui est fait d'un mélange de Croates catholiques, de Serbes orthodoxes et de musulmans, eh bien, dans une des villes, à Visoko, un personnage a déclaré que cette colline un peu pointue, en fait, était une pyramide qui remontait à 15 000 ans. Donc voilà, telle qu'elle est reconstituée. On a fait des fouilles et on a trouvé des galeries du Moyen-Âge, mais ça confirmait quand même l'hypothèse, et à tel point que le gouvernement bosniaque a donné de l'argent pour ces fouilles, alors que les archéologues bosniaques n'avaient pas un sou, et on a été un certain nombre d'archéologues différents pays d'Europe à interpeller le gouvernement bosniaque en disant qu'il faisait n'importe quoi, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet. Et des fois, ça peut aller beaucoup plus loin, puisque à Ayodhya, en Inde, sous une mosquée du XVIe siècle, eh bien, des archéologues hindouistes ont expliqué qu'il y avait un temple, anciennement, il y avait un temple hindouiste où était né le dieu Rama. Et donc, il y a une foule déchaînée qui est venue détruire la mosquée pierre par pierre. Donc, ça a provoqué des émeutes dans tout le pays, de 1000 morts, etc. Tout ça à partir d'une simple fouille archéologique. Et en Allemagne, il y a eu pendant longtemps effectivement une espèce d'exaltation du sentiment germanique. Nous, on commence notre histoire avec une défaite, Alésia. C'est pour ça que on pourrait peut-être y revenir dans la discussion, mais c'est une des interprétations possibles de l'hostilité qu'on a longtemps rencontrée en archéologie vis-à-vis des élus qui adorent l'archéologie, mais chez les autres, et qui avaient le sentiment que finalement ce qu'on trouve là c'est pas intéressant, parce qu'effectivement les Gaulois sont vaincus par les Romains sont vaincus par les Francs, et je suis en train de parler français, mais c'est pas une langue germanique comme celle que parlait Clovis, mais c'est une langue romane, donc les Francs sont vaincus à leur tour et disparaissent culturellement, cette fois, non pas militairement, mais culturellement. Donc c'est une manière très bizarre de commencer son roman national. Alors qu'en Allemagne, on commence avec la victoire de Arminius ou Hermann contre les légions d'Auguste en 9 de notre ère, commandées par un nommé Varus. Et ils sont exterminés, et c'est comme ça que commence l'histoire officielle allemande, ce qui est quand même beaucoup plus glorieux. Et donc on a retrouvé le lieu de la bataille, et ça a été inauguré par la chancelière Angela Merkel, mais qui d'ailleurs a fait un discours non pas belliciste, mais un appel à la paix, un discours plutôt sympathique. Mais vous voyez quand même que les timbres-poste, là encore, vont exalter la victoire de Arminius contre le pauvre Varus et le pauvre empereur Auguste. Et néanmoins, vous avez un musée historique dont il n'y a pas l'équivalent en France de l'histoire de l'Allemagne au milieu de Berlin, qui vous raconte toute l'histoire de l'Allemagne des origines à nos jours, enfin origines entre guillemets, enfin au moins à partir de l'âge du fer, qui parle, comme vous le voyez, du passé médiéval juif, avec cette pierre tombale par exemple, qui parle de la guerre de 14 de manière complètement égalitaire,
qui évidemment évoque le nazisme, et qui finit par la comparaison entre les deux Allemagnes, l'Allemagne de l'Est et puis un inévitable morceau du mur de Berlin. Donc quelque chose que je trouve complètement sérieux et très pédagogique. Et il y a 2 ans, avec un groupe d'archéologues et d'historiens, on a fait une tribune dans le journal Le Monde pour demander qu'on fasse l'équivalent en France, parce qu'il y avait eu une tentative à l'époque de Nicolas Sarkozy pour faire une maison de l'histoire de France, mais qui était rattachée au ministère de l'Identité nationale. Donc c'était quand même pas un très bon commencement et ça n'avait pas enthousiasmé les historiens. Et donc on aimerait recommencer à zéro, mais effectivement faire un lieu qui soit à la fois d'histoire, enfin de montrer des origines à nos jours, et qui puisse être aussi un lieu de débat. Et comme l'île de la Cité à Paris se vide actuellement, tribunaux, préfecture, hôpital, on avait proposé que ce soit là. Mais jusqu'à présent, il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, grâce à l'archéologie, effectivement, on a, et notamment grâce à l'archéologie préventive, puisque c'est à peu près 90% des fouilles qui sont faites chaque année, c'est l'archéologie préventive, on a une complètement nouvelle histoire de France depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que la vision fantasmatique d'une préhistoire extrêmement violente et barbare, qu'on a retrouvée dans une campagne publicitaire de la RATP il y a une quinzaine d'années maintenant, qui était l'idée que ceux qui faisaient des déprédations dans les transports, eh bien c'était des hommes préhistoriques en fait. Ils avaient un comportement préhistorique, puisque ça s'opposait à l'homo modernus, qui est donc l'homme préhistorique. Il abandonne sa massue. L'homme modernus, il prend pas sa massue, il assère pas les banquettes du métro avec un biface de type préhistorique, etc. Et vous avez une ligne de métro où on va de l'âge de la pierre et on arrive au respect. Donc j'avais écrit, comme j'étais à l'INRAP à l'époque, j'avais écrit une lettre courtoise au PDG de la RATP en disant que c'était un profond contresens historique. Alors, il ne m'a pas répondu directement, il m'a fait répondre par le directeur de la com qui m'a dit qu'il ne fallait pas le prendre comme ça, que c'était... Voilà. Mais c'est embêtant quand on continue à véhiculer ces pensifs, puisque la vie, certes, on vivait moins vieux qu'avant et on mourrait de l'appendicite, mais en même temps, c'était pas cette espèce de barbarie telle qu'elle est représentée. Ce que je vous ai montré tout à l'heure de la fouille de Leroi-Gourhan, ça permet de reconstituer ce type de mode de vie avec dans le bassin parisien et dans le bassin aquitain il y a 15 000 ans. C'est dans un paysage de steppe avec des tentes en peau de renne et une vie qui rappelle plus celle des Amérindiens des Grandes Plaines que des barbares sauvages assoiffés de sang, etc. Sur le néolithique, on a beaucoup appris également, c'est-à-dire sur l'apparition de l'agriculture sédentaire en Europe à partir de 8000 ans, parce que ça a changé effectivement beaucoup de choses. Mais là, on a aussi des représentations qui ne sont pas des représentations complètement misérabiliste, mais qui est un mode de vie qui se met en place il y a 8000 ans et qui, dans l'Europe traditionnelle, au niveau de la vie rurale, va rester le même en fait jusqu'au début du XXe siècle, parce que ce sera pour l'essentiel dans l'ensemble de l'Europe occidentale et centrale des maisons paysannes en bois et en terre, rectangulaires en général, et une économie fondée sur les céréales, moutons, chèvres, bœufs et porcs. La seule rupture, c'est l'arrivée de la métallurgie du fer dans les derniers siècles avant notre ère, donc avec toute une panoplie d'outils nouveaux. Mais sinon, quels que soient les régimes politiques, c'est exactement le même mode de vie qui va durer jusqu'à l'apparition de la motorisation.
Et symétriquement, le néolithique a longtemps été envisagé à partir de ce qu'on appelait les cités lacustres ou maisons sur pilotis, qui étaient des espèces de marinas où on passait ses vacances, comme on voit dans les tableaux du 19e siècle. Or, en réalité, il s'agissait de zones refuges. Une fois que toutes les régions les plus fertiles sont occupées par les agriculteurs, ben c'est les régions qui sont beaucoup moins, comme dans le Jura, les lacs de Chalin ou de Clairvaux, et où on peut montrer qu'effectivement il y a presque un retour, sinon à chasse, pêche, cueillette, mais une utilisation des ressources de chasse, pêche, cueillette beaucoup plus importante qu'ailleurs, jusqu'à plus de 50%, parce qu'on est dans des zones refuges. Et toute la période dite de l'âge du bronze c'est-à-dire entre moins 2200 et moins 700 à peu près, était presque complètement inconnue, à part les armes en bronze. Et maintenant, on a des villages, des fermes, etc., fouillés sur des hectares. Et quant aux Gaulois, effectivement, notre fameuse identité gauloise, comme vous le savez sans doute, Christian Goudineau, historien archéologue, a montré que Vercingétorix n'avait jamais jeté ses armes aux pieds de César. Le texte de César dit simplement « Les Gaulois se rendent et me demandent ce que je veux, et je dis de jeter les armes et de livrer les chefs, et il dit les armes sont jetées et Vercingétorix est livré ». Pour ceux qui ont fait du latin, arma iacuntur, vercingetorix deditur. Les deux choses sont distinctes. Il faut jeter les armes des défenseurs du haut des remparts, comme ça se faisait régulièrement, et puis on livre par ailleurs Vercingétorix, plus ou moins ficelé, mais en tout cas pas fièrement sur son cheval. C'est ce que dit le seul témoin oculaire de l'époque, qui était César. Mais symétriquement, la vision qu'on a de la Gaule, c'est pas du tout celle d'Astérix. La Gaule était largement déboisée. On a partout des fermes, tous les 3-4 km. On a des villes, on a une économie monétaire. Et si on lit bien le texte de César, c'est à peu près ça qui décrit. Et en plus, les Gaulois ne mangeaient pas de sanglier, ils mangeaient du porc. Hein. Parfaitement domestiqués, donc il y avait des habitations rectangulaires, il y a des villes parfaitement organisées, comme fouillé à Latte, ici près de Montpellier, ou à Martigues. Là, vous aviez vu tout à l'heure une vue des fouilles de sauvetage sur dans une des rues. Et puis donc la Gaule est quadrillée de ces fermes, comme vous voyez, tenues par des aristocrates, ce que César appelle des equites dans la guerre des Gaules. Et tous ces petits points, c'est déjà toutes ces fermes qui ont été découvertes grâce à l'archéologie préventive. Alors c'est pour ça que c'est aligné, vous avez des lignes comme ça, parce que c'est ce qui a été trouvé le long des tracés d'autoroutes ou de lignes de TGV. Mais il faudrait, cette densité que vous avez dans les lignes, il faudrait la projeter sur l'ensemble du territoire, et ça montre aussi que c'est extrêmement déboisé. Et voilà à quoi ressemblaient les fermes. Et effectivement, c'est une révolution technique que celle de l'âge du fer, hein, avec tous ces outils qui vont être les outils communs, manuels, pratiquement jusqu'à nos jours, pour ceux qui ne sont pas encore mécanisés. Et une économie monétaire dont une partie de la Gaule, qui est divisée en une soixantaine de petits États, est alignée sur le denier romain. Donc rien de cette Gaule sauvage que effectivement nous a vendu Astérix, mais c'était pour rire, hein, mais souvent ça a été pris au sérieux. C'est pour ça que l'INRAP, avec la Cité des Sciences en 2011-2012, a appelé l'exposition une exposition renversante, pour justement renverser ces thèmes. Et on l'avait fait à la Cité des Sciences parce qu'ils ont une vraie habitude, comme ici à Cap Science, de ce qu'est la pédagogie scientifique, alors que si on l'avait fait dans un musée traditionnel, ça aurait été des trésors avec lumière tamisée et jolies vitrines, et surtout pas d'explication, parce que ça doit être le choc brut avec l'objet.
Rome est effectivement mieux connue, mais là encore, l'archéologie a changé l'image du Moyen-Âge, de la longue nuit du Moyen-Âge, comme on disait, le Moyen-Âge étant à la fois extrêmement riche en représentations, hein, les sorcières, les dragons, Game of Thrones, le Seigneur des Anneaux, etc. C'est des sociétés médiévales, ou du moins telles qu'imaginées par les auteurs. Et puis en même temps, on n'est pas au Moyen-Âge, donc le côté plutôt répulsif. Et cette histoire du baptême de Clovis, c'est effectivement qu'on nous ressort régulièrement. Jean-Paul II avait dit: France, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême, hein, quand il était venu au Bourget. Quand Clovis arrive, qui avait quand même le titre de consul romain en même temps, quand il arrive dans le bassin parisien, eh bien le christianisme est la seule religion autorisée dans tout l'Empire depuis plus d'un siècle. C'est-à-dire que toutes les autres sont interdites, les temples sont détruits ou transformés en églises. Donc c'est juste un acte opportuniste pour pouvoir effectivement s'insérer dans un pays tenu en particulier assez bien par les évêques. Et symétriquement, l'archéologie montre que pendant encore 2-3 siècles, on a toutes sortes de coutumes païennes, notamment dans les tombes, qui vont se perpétuer en parallèle. Donc cet acte fondateur n'en est évidemment pas un. Et même chose pour les invasions barbares, où tous les travaux récents, aussi bien des archéologues que des historiens, montrent que ce n'est pas les forces du mal qui débouchent sur un pauvre empire qui détruisent, mais que c'est une assimilation, là encore, un métissage progressif de population. Alors certes, des fois c'est violent, mais enfin l'Empire romain, il n'était pas très pacifique, hein, dans la manière dont il s'est construit. La guerre des Gaules, c'est au moins 500 000 morts et 500 000 personnes emmenées en esclaves. Donc effectivement, ça a pu être violent, mais il faut l'imaginer beaucoup plus comme une intégration progressive qui souvent se faisait d'ailleurs par accord entre les autorités de Rome et les autorités et les différentes populations qui sont installées sur le territoire de l'Empire. Mais néanmoins, vous allez retrouver ça, puisqu'on parle des valeurs de la République, cette idée des barbares, de la France qui aurait été intacte entre les invasions barbares et puis l'arrivée des barbares depuis une vingtaine d'années dans nos banlieues, que ça aurait été la France éternelle. C'est évidemment un profond contresens historique, mais c'est vendu dans toutes sortes de revues très sérieuses, Figaro Histoire au hasard ou d'autres. Donc, si la chose vous intéresse, c'est l'historien Bruno Dumézil, qui a rien d'un bolchevique, qui a fait beaucoup de travaux autour de ça, notamment un gros ouvrage collectif qui s'appelle Les Barbares, dans lequel il déconstruit cette vision. Même Attila était quelqu'un de tout à fait fréquentable et romanisé. Et vous avez eu un certain nombre de fouilles et d'expositions autour de ces fameux barbares, et qui montrent à chaque fois justement le métissage, là encore, entre les coutumes dites barbares et la romanisation en marche. Il y a eu à Toulouse, au musée Saint-Raymond, l'an dernier, mais plutôt bouché par le Covid, une grosse exposition sur les Visigoths, qui n'étaient pas des brutes. Et voilà, c'est le palais des rois Visigoths qui a été retrouvé et qui a été détruit avec enthousiasme par la municipalité pour construire des logements de prestige dans les années 90. Et aussi là, une autre exposition avec l'INRAP et le musée de Saint-Germain et la ville de Saint-Dizier, cette fois sur l'Austrasie. Et le Moyen-Âge, donc d'une part, ça dure 1000 ans, donc ça ressemble pas, le début et la fin n'ont rien à voir, et c'est aussi ce qu'on a appelé la première révolution industrielle, puisque c'est le moment où on va domestiquer les fleuves et où on développe toutes sortes de nouvelles industries,
donc là pour la domestication des fleuves. Maintenant, on fait ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, c'est-à-dire souvent des constructions qui ont l'air, des logements qui ont l'air très vétustes. Si on retire les enduits, on va retrouver le décor de ces habitations. Ici, c'est à Strasbourg, tout à fait élaboré. Et c'est au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, que se met en place les formes du vaisselier que nous manipulons jusqu'à maintenant, ou en tout cas qui était traditionnel jusqu'à il y a peu de temps. Et là encore, l'INRAP, avec la Cité des Sciences, a fait cette exposition en 2016-2017 sur quoi de neuf au Moyen-Âge pour changer complètement notre vue misérabiliste du Moyen-Âge. Et après, pour les périodes post-Moyen-Âge, pour rester dans l'histoire de France, la fouille du Louvre dans les années 80, qui a été la première grande fouille urbaine de ce nom, a apporté de nombreux témoignages sur la vie à l'époque, sur la vie quotidienne des Parisiens du 16e, 17e, 18e. Et comme on avait aussi les archives, notamment les inventaires après décès, quand les gens mouraient, on faisait l'inventaire de ce qu'il y avait pour les questions d'héritage. Et ce qui était intéressant, c'est de voir que les deux se complétaient. C'est-à-dire que dans les inventaires, il y avait des choses belles et chères, comme les tapisseries, les meubles, les récipients en cuivre qui, eux, n'étaient pas retrouvés, puisque la plupart du temps, en plus, ils ont disparu entre-temps. Et on avait au contraire à la fouille tout ce qui était la vie quotidienne dont ne parlaient pas les archives écrites. Et c'est toujours un débat avec nos amis historiens. Pendant longtemps, l'archéologie était définie comme une science auxiliaire de l'histoire. Donc la vérité, c'était les textes, et nous, on était chargés humblement d'illustrer les textes. Et on s'est aperçu que les textes, comme on dit souvent, sont partiels et partiaux, et qu'effectivement, on a besoin des deux, et qu'en plus, on n'a pas des textes pour beaucoup de sociétés humaines. Ça, c'était un cimetière protestant à Charenton, qui permet de voir qu'effectivement, avec le protestantisme, il y a un retour à la rigueur contre le culte des morts. Donc, c'est un désastre archéologique et on ne trouve rien, sauf juste, dans le meilleur des cas, une épingle qui fermait le sphère. Mais les protestants étaient inhumés nus dans un sphère et point final. Il y a pire que les protestants, évidemment, il y a les hindouistes qui brûlent le corps et qui le jettent dans le Gange. Donc là, on ne peut plus rien faire du tout. Voilà un exemple d'archéologie du bâti, justement. Vous voyez des murs lépreux, et puis on va gratter et on va retrouver une porte cochère du XIIIe siècle avec deux portes latérales, mais le tout, au fil des occupations, a été progressivement recouvert et oublié. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les esclaves, puisque vous avez une session esclaves plus l'excellente exposition de l'INRAP, mais c'était un îlot ici dont vous avez dû entendre parler, parce qu'il y a aussi une exposition itinérante de l'INRAP spécifiquement là-dessus, où un bateau avec des esclaves a fait naufrage. Les marins français ont bricolé une embarcation et sont partis en disant aux esclaves qu'ils reviendraient. Et 15 ans après, le chevalier de Tromelin, passant là par hasard, a recueilli les derniers survivants. Et il y a toute une archéologie de l'esclavage maintenant, notamment aux Antilles, comme ici en Guadeloupe. On peut opposer justement les cimetières d'esclaves et les cimetières des maîtres, et l'état sanitaire en particulier des deux populations. Il y a maintenant une archéologie industrielle aussi, au point que maintenant les derniers hauts fourneaux, c'est devenu des monuments historiques qu'il faut protéger, ce qui pose d'ailleurs de nombreux problèmes techniques. Une archéologie des guerres, des deux conflits, avec un débat qui a eu lieu dans les années 90, quand on a retrouvé la tombe collective où il y avait l'écrivain Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne, pour savoir
savoir est-ce que ça relève des inhumations militaires qui vont prendre les os et les emmener dans un cimetière militaire, ou est-ce qu'il faut d'abord faire une fouille archéologique pour reconstituer les circonstances, parce qu'il y avait un débat pour savoir s'ils avaient été fusillés pour crimes de guerre par les Allemands ou autrement, etc. Et effectivement, à partir de là, des années 90, la Première Guerre mondiale est rentrée dans l'archéologie. Donc il y a aussi une archéologie de la Deuxième Guerre mondiale, des camps de concentration, pour avoir aussi des témoignages matériels sur les conditions de vie, et une archéologie des charniers qui est récent, contemporain, qui a commencé avec l'Argentine, les recherches des corps sous la dictature militaire en Argentine, et qui s'est bien déployé en Bosnie, donc notamment après l'affaire de Srebrenica et du général Mladic, qui est maintenant à La Haye, à la Cour pénale internationale, et qui a permis, puisqu'il y a eu 8000 personnes assassinées, masculins entre 12 à partir de 12 ans, et qu'on a pu inhumer, et avec l'ADN, là encore, progressivement identifié. Ce qui nous amène donc, comme je vous le disais, jusqu'à notre société contemporaine. Alors, pour le néolithique, personne dans la rue ne savait ce qu'était le mot néolithique il y a 30 ans. En plus récemment, en 2008, comme vous savez, le ministère de l'Éducation nationale avait chassé toute préhistoire des programmes. Donc, on a protesté vigoureusement et obtenu que ça soit un peu réintroduit au moins à la 6e, alors que cette question globalement de la préhistoire, c'est-à-dire comment apparaît l'agriculture, comment se développe la guerre, comment apparaissent les inégalités sociales. C'est des questions qui peuvent intéresser les élèves à tous les niveaux. Donc pour le néolithique, c'est effectivement le fait que un certain nombre, à partir de l'actuel interglaciaire, puisque avant, depuis 100 000 ans, il faisait très froid, un certain nombre de chasseurs-cueilleurs inventent la domestication des animaux et des plantes il y a 10-12 000 ans. Et ça va créer effectivement le boom démographique dans lequel nous vivons, puisqu'il y a 10 000 ans, il y avait 1 ou 2 millions d'humains sur Terre qui vivaient dans des petits groupes de 30, 40 personnes, et qui avaient très peu de différence quand on peut retrouver des tombes. Et on arrive effectivement 10 000 ans après, c'est-à-dire 4% de la durée d'Homo sapiens, c'est-à-dire rien, à 7 milliards d'habitants concentrés dans des grandes métropoles, et où quelques dizaines d'individus possèdent autant que les 50% les plus pauvres de la planète. Donc vous avez une première montée avec l'arrivée d'Homo sapiens et le déploiement d'Homo sapiens, qui, comme je montrais tout à l'heure, est une espèce invasive qui a réussi à éliminer toutes les autres espèces humaines qui étaient contemporaines, et maintenant qui réussit à éliminer une grande partie des autres espèces biologiques. Mais à partir du néolithique, ici, vous voyez, donc là, non, tous les ans, même si beaucoup mouraient jadis en bas âge. Donc cet éclatement de la population va avoir 4 conséquences principales qui sont très actuelles dans les débats. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça a plutôt été une détérioration de la santé, à la fois avec une nourriture pour laquelle on n'était pas adapté, plus molle, plus sucrée, donc explosion des caries dentaires, et maintenant explosion du surpoids, puisque 2 milliards d'individus sont considérés en surpoids actuellement, donc une crise sanitaire bien plus grave que celle du Covid. Et puis aussi avec l'agriculture des gestes répétitifs et des troubles musculo-squelettiques. Deuxièmement, comme il faut nourrir de plus en plus de gens, c'est une course permanente, effectivement, pour sans arrêt inventer plus. Ça commence avec la charrue et la roue, et ça finit avec les moteurs et les pesticides. Troisièmement, une fois que les populations sont sédentarisées dans un territoire donné, mais en augmentation constante, on voit archéologiquement que les tensions augmentent, que les traces de violence
qui ont sûrement toujours existé entre mâles humains, puisque la violence est attestée chez les chasseurs-cueilleurs, mais qui se généralisent. Et puis enfin, une hausse des inégalités qu'on peut observer dans les cimetières. Donc par exemple pour la nourriture, eh bien, sur ce schéma, si on regarde les acides gras alimentaires, ici, les différents types d'acides gras, si en marron vous avez ce qu'on mangeait quand on était chasseur-cueilleur, en jaune ce que nous mangeons actuellement, et en gris ce que nous recommandent les nutritionnistes. Donc vous voyez que pour les acides gras saturés ou polyinsaturés, on fait exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut retourner à la préhistoire. Les régimes dits paléo relèvent souvent beaucoup plus de l'arnaque que de la réalité. De toute façon, on ne peut pas revenir, puisque la plupart de ces espèces n'existent pas. Mais en tout cas, il faut qu'effectivement on tienne compte de notre biologie de modeste Homo sapiens par rapport à cette question de l'alimentation. Et le néolithique invente les épidémies, dont vous avez dû entendre parler, parce que la plupart des maladies sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles viennent des animaux. Mais quand on était des chasseurs-cueilleurs en petits groupes, ça ne portait pas à conséquence. À partir du moment où on s'est concentré dans des maisons avec des animaux, soit des animaux domestiques, moutons qui donnent la brucellose, vaches la tuberculose, mais aussi les animaux dits commensaux, c'est-à-dire qui s'installent chez nous sans nous demander la permission, comme les rats avec leurs puces, les cafards, les pigeons dans les villes, etc. Eh bien, ça va accentuer la transmission. Et comme en plus on se confine à l'intérieur d'une maison et à l'intérieur d'un village et qu'on est en augmentation constante, on invente effectivement les épidémies dans un premier temps et les pandémies dans un deuxième temps. Le confinement n'est pas une invention moderne d'il y a 2 ans, c'est une invention du néolithique, le fait de vivre enfermé dans une maison à l'intérieur d'un village d'où on ne sort que pour cultiver et faire paître les animaux. Et après, quand apparaîtront les villes, on sortira même plus du tout puisque les nourritures nous arrivent, que se créent des métiers sédentaires comme la bureaucratie, le clergé, l'armée, la police, etc. et qu'on commence à communiquer à distance grâce à l'écriture. Cette idée du confinement, du télétravail, etc., qui nous semblait venir de nulle part, en fait, elle est simplement dans la logique de cette histoire du néolithique et souvent anticipée d'ailleurs dans beaucoup de romans de science-fiction. Donc on va inventer la charrue. Ici, une gravure rupestre, on voit pas très clair, mais un laboureur avec 2 bœufs vus d'en haut. Et on va arriver à la mécanisation et à la motorisation et aux pesticides. Deuxièmement, effectivement, ça va exacerber les tensions et les villages commencent à se fortifier au cours du néolithique et on a de plus en plus de traces de massacres. Et troisième, on invente des armes spécifiques. Au début, on se bat avec des outils, des haches à couper le bois. Mais après, grâce au métal, on invente des armes spécifiques, les épées pour tuer de loin, et donc les armes défensives. Et c'est le début de la course aux armements. Et on a, pour l'Europe, les premières batailles archéologiques vers moins 1200 pour les sociétés de type européenne. Pour les sociétés du Proche-Orient, on a évidemment des bas-reliefs et des textes. Et troisièmement, comme je le disais, l'apparition de hiérarchies sociales. Alors le thème de l'effondrement des civilisations est très connu. Vous allez l'étudier aussi, notamment avec l'histoire de l'île de Pâques. Ça, c'est deux livres de référence en français qui se fondent en partie sur l'archéologie de Diamond et de Wright, de Ronald Wright. Autour de l'île de Pâques, il y a tout un débat pour savoir si c'est un suicide écologique des populations pasquanes elles-mêmes ou si c'est l'effet de la colonisation.
Les Mayas, c'est une grande référence, l'effondrement des Mayas. Mais en même temps, dans ces questions d'effondrement, maintenant, les problématiques se sont un peu recentrées parce qu'avant, c'était vu très catastrophique. Mais en fait, ce qui disparaît, c'est tout le système urbain surdimensionné, les immenses pyramides qui permettaient de se procurer la faveur des dieux, mais actuellement, dans la péninsule du Yucatan, on parle toujours maya. Il y a toujours des millions de mayas, en fait. Donc ce qui s'effondre, c'est un système, c'est pas la destruction. De même, les grands dolmens où étaient enterrés les gens importants au 5e, 4e millénaire, ça dure quelques siècles et ça disparaît. Mais les gens sont toujours là et on va retrouver à la place des tombes collectives avec beaucoup moins de différences sociales. De même, en Grèce, autour de 1200, s'effondre le système mycénien minoen et donc il y a aussi un livre là-dessus, le jour où la civilisation s'est effondrée. Donc présenté comme ça fait peur. Et donc nous, les archéologues, on dit après c'est les âges sombres, de Dark Ages. Mais en fait, c'est simplement qu'il n'y a plus de palais, de masques en or et de fresques. Mais il y a toujours des Grecs et c'est de ces âges dits sombres que petit à petit va sortir la civilisation grecque classique. De même pour la civilisation de l'Indus au Pakistan qui s'effondre vers moins 1700. Avant, on évoquait des destructions guerrières massives, etc. Maintenant, ce qu'on voit après, c'est simplement un retour à des économies villageoises plus traditionnelles, en circuit court, si on peut dire. Et c'est simplement que c'est ces structures surdimensionnées qui, effectivement, se sont effondrées. Alors, ça ne veut pas dire que ça se passe après, à chaque fois dans la joie et la bonne humeur, mais ça veut dire qu'il faut relativiser cette notion d'effondrement. Même chose pour Angkor, où on avait un système hydraulique dément avec des grands bassins qui faisaient 1 kilomètre sur 5 kilomètres. Ça s'effondre effectivement. Et en général, c'est un effet domino. Ça attire aussi bien les révoltes internes que les agressions externes. Mais néanmoins, ça vient surtout du caractère surdimensionné de la chose. Également la vallée du Mississippi, avant l'arrivée des Européens, 1 ou 2 siècles avant l'arrivée des Européens, vous aviez des villes comme Cahokia avec plus de 20 000 personnes, d'énormes pyramides en terre qui se sont effondrées toutes seules. Ou encore plus près de chez nous, ce qu'on appelle les résidences princières celtiques, vers moins 700, avec le célèbre vase de Vix à Hunebourg, ici en Bavière. Ça dure quelques générations et ça s'effondre effectivement, mais c'est toujours les mêmes populations qui sont là. Alors par les temps qui courent, c'est difficile de ne pas évoquer les migrations. Il y a eu un colloque de l'INRAP il y a quelques années sur l'archéologie en 2015 qui a été publié, l'archéologie des migrations, puisque effectivement l'histoire humaine n'est faite que de migration. Nous sommes des grands singes migrateurs, comme on a pu le dire. Alors souvent on le représente les choses avec des flèches, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Ici c'est Homo sapiens à partir d'Afrique qui se répand dans le monde entier. Ça c'est la carte du néolithique comme vous l'avez vu, et ça c'est les migrations en Océanie à partir de Taïwan sur l'ensemble de la Polynésie. Parce que en fait très souvent c'est comme les invasions barbares entre guillemets, c'est des mouvements extrêmement lents et très progressifs. Par exemple, pour le néolithique, c'est quelques kilomètres à chaque génération où on avance progressivement. Pour Homo sapiens, il n'a même pas dû se rendre compte qu'il migrait
C'est à chaque génération des individus un peu plus curieux ou parce qu'il y a des tensions en surnombre qui vont s'installer quelques kilomètres plus loin. Donc ça met des millénaires, hein, pour ce processus. La sortie d'Afrique est entre 150 000 et 200 000 ans avant notre ère, et l'arrivée dans les Amériques aux alentours de 25 000 ans avant notre ère, ou sur les territoires français vers 40 000 ans. Donc on avait parlé des barbares où là aussi on met plein de flèches partout, alors que c'est souvent des processus beaucoup plus lents, mais effectivement c'est des processus permanents de migration. C'est une carte où on a représenté un certain nombre de migrations depuis les premiers Homo erectus, puis Sapiens, etc., jusqu'aux migrations du Haut Moyen-Âge. Donc on voit bien que l'idée de chercher des permanences n'ont aucun sens. Si on prend la France éternelle, j'évoquais tout à l'heure le fait que on entendait souvent par d'éminents esprits que la France serait restée la même entre les invasions barbares et l'immigration toute récente. C'est complètement faux. Il y a sans arrêt des mouvements d'arrivée, comme les Tziganes ou Roms qui arrivent en Europe au XIe siècle et en France au moins à partir du XIVe siècle, comme les Juifs expulsés d'Espagne en 1492, qui vont arriver dans le sud de la France, et ce qu'on appelle les morisques, c'est-à-dire les musulmans qui est converti au christianisme pour pouvoir rester en Espagne après 1492, mais quand même chassés un peu plus tard parce que suspects, et qui vont arriver aussi sur le sol français. Toutes les cours des reines de France sont étrangères, comme ici, Espagne, Autriche, Pologne, Italie. Donc elles arrivent avec leurs cours, Léonard de Vinci au hasard. Et en même temps, les armées des rois de France sont composées entre un quart et un tiers de mercenaires qui sont là et qui font souche et qui sont donc pas de la France éternelle à l'origine. Et symétriquement, d'autres gens partent. Les Juifs sont régulièrement expulsés du royaume de France, notamment par le bon roi Saint-Louis. Les protestants n'ont pas le droit de sortir après la révocation de l'édit de Nantes, mais se sauvent effectivement par dizaines de milliers, vont contribuer à l'industrialisation de l'Angleterre et de la Prusse en particulier. Et puis tous les Français qui partent dans le premier empire colonial français, donc vers Louisiane, Québec, etc. Et puis l'Inde, sans parler évidemment du deuxième empire colonial à partir de la conquête de l'Algérie, de l'Indochine, etc. Et donc l'arrivée massive d'étrangers avec la révolution industrielle au XIXe siècle, plus tous les réfugiés politiques d'Espagne, de Russie, les Juifs d'Europe centrale et orientale entre les deux guerres, les Espagnols, les Arméniens, etc. C'est dans cette logique migratoire interminable. Et pour finir, cette question de la violence et de la domination, qui est un thème constant et courant, et sur lequel on s'interroge et qui nous amène justement à nous interroger sur les traces archéologiques. Souvent, la référence était les animaux qui étaient censés être aussi hiérarchisés comme ça. De Waal a montré que en fait, les comportements de réconciliation sont beaucoup plus importants que les comportements de domination chez les primates. Et Sjöström, à partir du moment où les éthologues n'ont pas seulement été des hommes mais aussi des femmes, elle a montré que les alliances et les relations entre les femelles chez les babouins étaient aussi structurantes pour la société que les affrontements entre mâles.
Et pour les chimpanzés, on a aussi fait des analyses d'ADN pour savoir si les bébés étaient majoritairement nés des mâles dominants ou pas. Et en fait, on s'est aperçu que non, c'était complètement aléatoire. Les mâles, ce qui voulait dire que les femelles faisaient ce qu'elles voulaient, en fait, et pas du tout qu'elles étaient dominées de ce point de vue-là. Alors, ça ne veut pas dire que la domination masculine n'existe pas, mais ça veut dire que c'est plus complexe. Enfin, il n'y a pas une espèce de loi complètement naturelle. Et du point de vue de cette question de la domination, il y a effectivement un vaste débat depuis 3 siècles entre Rousseau sur le fait que l'homme serait bon naturellement à l'état de nature, comme on disait, et Thomas Hobbes en Angleterre au XVIIe siècle sur le fait qu'au contraire, l'homme à l'état de nature, c'est la guerre de tous contre tous et qu'il faut un bon roi pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et le débat n'est pas tranché. Toutes nos théories du libéralisme économique reposent sur la compétition. Normalement, les producteurs sont en compétition les uns avec les autres et comme l'acheteur est malin, il va acheter à chaque fois le meilleur rapport qualité-prix et donc les mauvais producteurs vont disparaître. Comme vous savez, ça n'existe pas puisqu'il faudrait avoir une information complète pour pouvoir en juger. Et sans arrêt, nous sommes manipulés, donc nous ne pouvons pas faire les bons choix. Donc ce système ne marche pas. Et cette question, effectivement, de la montée des inégalités sociales, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup en archéologie. Et pour qu'il y ait une égalité, il faut effectivement qu'il y ait quelque chose à posséder. On constate que même dans les sociétés les plus simples, il y a toujours des leaders charismatiques. Mais chez des chasseurs-cueilleurs qui sont une trentaine et qui vivent de chasse et de cueillette, il n'y a rien à posséder. Donc ce rôle de leader ne va pas tellement plus loin que ça. Et en plus, comme l'ont montré les ethnologues comme Pierre Clastre, il y a des mécanismes qui font qui s'opposent à une montée trop forte. Par exemple, le grand guerrier, pour prouver qu'il y a un grand guerrier, il doit sans arrêt se battre. Donc à la fin, comme les boxeurs, il finit par être éliminé biologiquement. Quand on va enterrer quelqu'un en Nouvelle-Guinée, un leader un peu important, un big man, comme disent les ethnologues, bien on va l'enterrer avec ses richesses, qui va être une manière de s'en débarrasser. Parce qu'un patron du CAC 40 ne s'enterre pas avec sa Rolls et ses paquets d'actions, par exemple. Donc il faut qu'il y ait quelque chose effectivement à posséder, que le pouvoir politique devienne aussi économique et qu'on laisse le pouvoir politique s'installer. Et ce que montre au moins l'histoire, c'est que souvent le pouvoir se dit comme lié au surnaturel, que les empereurs du Japon descendent en droite ligne de la déesse du soleil, Amaterasu, que le pharaon est un dieu, que les empereurs romains étaient des dieux également, que les rois de France sont de droit divin et sacrés dans tous les sens du terme. Et même si vous regardez des exemples récents, si vous avez vu l'intronisation du président Biden, il y a d'abord une messe catholique, puis ensuite il y a un pasteur protestant qui parle, et puis lui il va jurer sur la Bible. Donc il se met aussi sous la protection, mais aussi la surveillance de la divinité. S'il fait mal, ça suppose qu'effectivement il sera puni. Donc ce rôle, cette liaison entre pouvoir et surnaturel est certainement été constitutif de cette émergence des pouvoirs, et on voit souvent qu'il y a des traces archéologiques de cérémonies liées autour des monuments mégalithiques, par exemple. Voilà le même personnage qu'on a vu ici, là, reconstitué par nos collègues bulgares, qui avaient le sentiment que ça ne devait pas être un personnage très commode, sachant que la plupart des tombes riches sont des tombes masculines, et que tous ces objets qu'il a sont des objets inutiles, qui ont pris beaucoup de temps à être fabriqués, donc, mais qui en même temps ne servent à rien. Alors, pour plus spécifiquement la domination masculine, on a souvent
interpréter ces figurines comme un hymne à la fécondité, à la fertilité. C'est la plus ancienne connue qui date d'à peu près 35 000 ans, trouvée dans le sud de l'Espagne, qui fait 6 cm en ivoire de mammouth. Vous avez les seins et le sexe complètement exagérés. Et en haut, la petite protubérance, c'est pas une cassure, c'était juste un anneau de suspension. Et là, vous voyez, il n'y a pas de visage non plus. Donc, visiblement, dans toutes ces statues, sauf exception, c'est pas la tête qui était la partie la plus intéressante pour le ou la personne qui l'a fabriqué. Donc pour moi et d'autres, on voit beaucoup plus ces statuettes comme des signes, comme un regard érotisé masculin sur la sexualité que sur autre chose. Parce que parmi tous les primates, les humains sont les seuls où la sexualité peut se pratiquer tout le temps. Chez les autres primates, la sexualité est interrompue chez les femelles très régulièrement. Chez nous, on peut faire l'amour tout le temps, ce qui peut présenter des avantages, mais qui se traduit aussi par des tensions permanentes, comme certaines d'entre vous ont pu s'en rendre compte dans la rue ou dans les transports en commun, ou comme on le voit dans les viols de guerre, etc., etc., qui est quand même beaucoup plus propre à l'humanité. Donc il semble que cette question de la domination s'enracine dès les débuts de la représentation et effectivement l'image que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors il y a une tendance depuis un certain temps, même depuis le 19e siècle, en disant mais si on représentait des femmes, c'est que c'est les femmes qui avaient le pouvoir, qu'on était dans une société, des sociétés dites matriarcales. Ça a été remis au goût du jour par une archéologue américaine, Maria Gimbutas, traduit en 2005 aux éditions féministes des femmes, repris il y a 2 ans par une historienne féministe allemande, Heide Göttner-Abendroth, Les sociétés matriarcales, où elle reconstitue, elle appelle matriarcale non plus des sociétés où les femmes ont le pouvoir à l'exclusion des hommes, mais où les femmes ont au moins autant de pouvoir et d'autorité que les hommes, mais elle se fonde sur une documentation ethnologique, voire archéologique, qui est extrêmement hétérogène et assez peu argumentée, avec l'idée aussi qu'il y aurait eu un culte d'une grande déesse mère jadis. Et ces choses-là ont été réfutées par l'anthropologue, certes mâle, Alain Testard, qui dit que c'est pas parce qu'on présente surtout des femmes, ça prouve qu'elles ont le pouvoir. Si vous regardez les affiches ou les magazines, il y a beaucoup plus de photos de femmes que d'hommes, mais c'est plus comme objet à consommer ou à faire consommer qu'autre chose. Et donc il y a ce best-seller qui vient de sortir, qui sonde beaucoup là-dessus, sur jadis les femmes étaient puissantes, mais j'imagine qu'Anne Augereau va vous en reparler, puisqu'elle a fait partie des signataires critiques d'un groupe d'archéologues pour dire qu'il fallait rester un peu les pieds sur terre et pas défendre une cause juste avec des arguments qui seraient faiblement étayés. Parce qu'en fait, dans beaucoup de mythologies, jadis, c'est les femmes qui avaient le pouvoir, mais elles se sont tellement mal servies que les hommes, à leur corps défendant, étaient obligés de leur reprendre. Vous avez ça de la Nouvelle-Guinée à l'Amérique du Sud. Et si on reprend des récits plus proches de nous, si on n'est pas ce matin au paradis terrestre, c'est à cause de Ève. Vous voyez que le pauvre Adam essaie de l'empêcher, mais il n'y arrive pas. Même chose en Grèce, Pandore. Au début, il n'y a que des hommes mâles sur Terre. Prométhée leur vole le feu. Zeus est très fâché. Et pour leur punir, il fait fabriquer une créature infernale, la femme, Pandore, à qui, comme à Ève, on donne une interdiction d'ouvrir la boîte. Elle l'ouvre et tous les mots MAUX du monde s'en échappent. Et il ne reste qu'une seule chose, parce qu'elle referme précipitamment, qui est la seule chose qui nous reste, c'est-à-dire l'espérance. Et on va voir apparaître effectivement, néanmoins, au cours des néolithiques,
quand la guerre se développe, ce thème de la féminité reste, mais passe à l'arrière-plan. C'est surtout l'apparition de nouveaux thèmes de l'homme mâle, guerrier et chef qui va s'imposer. Et c'est un thème qui va être constant dans nos sociétés comme représentation maximum. Sur les places publiques, il y a seulement 4% de statues féminines et encore, c'est souvent Jeanne d'Arc qui est une guerrière ou encore la Sainte Vierge. Et cette exaltation de l'homme et du guerrier, on va la retrouver sous toutes les latitudes. Là, c'est à la fois un chef d'État et un militaire. Et nos monuments aux morts, même si c'est des guerriers morts, c'est toujours du même thème qu'il s'agit. Et ce thème de la femme liée à la question de la sexualité, eh bien on va la retrouver dans toutes les religions, et avec la Sainte Vierge, qui non seulement est vierge, mais est fruit d'une immaculée conception de la part de sa mère Sainte Anne. Et le rôle des religions est certes de donner quelques règles morales en particulier, souvent de conforter les pouvoirs en place, mais presque toutes aussi, même les plus simples, se pose la question du contrôle de la sexualité féminine. Et symétriquement aussi du corps féminin comme décoratif ou comme destiné à la consommation, que vous ne trouvez pas forcément en équivalent masculin, avec l'ultime question, pourquoi il y en a qui veulent être des chefs, comme ici Jules César, mais surtout pourquoi on leur obéit. C'était la question d'Étienne de la Boétie, ami de Montaigne au XVIe siècle. Pourquoi on obéit au tyran, comme il le dit. Il voit 3 explications. L'habitude, ça a toujours été comme ça, il n'y a pas d'alternative. Deuxièmement, la société est organisée de manière pyramidale, donc très structurée. Et troisièmement, le tyran abuse de la religion pour mal faire. Donc exactement la question qu'on se pose sur le plan archéologique. Si bien que vous avez toute une tendance de l'ethnologie qui est d'essayer de repérer non plus le fait de la montée indéfinie des États, mais de repérer les problèmes de résistance à l'État. James Scott, par exemple, a travaillé sur une zone géographique qui s'appelle Zomia, en Asie du Sud-Est, où traditionnellement, jusqu'à peu de temps, les ethnies se situaient en dehors de l'État et essayaient de survivre en dehors de l'État. Il y a eu d'autres études aussi dans le nord-est de l'Afrique. Et David Graeber, qui a travaillé avec un archéologue, égyptologue, David Wengrow, vient de publier à titre posthume, c'est sorti ces jours-ci, L'horreur de toute chose, où il montre qu'effectivement l'histoire de l'humanité, c'est pas une espèce de chemin de fer et de ligne continue, mais qu'il y a eu régulièrement des sociétés qui ont essayé de mettre au point des mécanismes de résistance au pouvoir. Ça a été le travail de Pierre Clastre également, que je vous citais tout à l'heure, sur les Indiens d'Amazonie, ou de Marshall Salins sur Âge de pierre, Âge d'abondance. Et quand on regarde archéologiquement, dans chaque région, dans ce schéma, vous avez en vertical la complexité sociale des chasseurs-cueilleurs aux États et aux empires, et ici le temps 4000, 2000, 0, 1000. Et bien dans chaque région, on va avoir des moments de montée d'inégalité sociale forte, ici les dolmens, et puis régulièrement après d'effondrement, puis ça recommence. Et c'est une des manières justement dont on essaie d'étudier la trajectoire des sociétés. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'on ne connaît aucune société historiquement connue qui arrivait à un degré excessif d'oppression, mais évidemment le degré de tolérance peut être variable suivant les populations qui à un moment donné ne finissent pas par s'effondrer. Et c'est une des choses dont on recherche la trace. Donc j'ai été un peu trop long. Si vous voulez réviser, je vous conseille ces excellents ouvrages. Et s'il reste du temps, on peut discuter, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Je vais voir si ça marche. Donc si vous avez des questions, merci beaucoup.
On a des micros pour poser les questions. Est-ce que... La première est toujours la plus difficile, surtout juste avant le repas. C'est ça. Bonjour. Dans votre exposé, en fait, vous nous dites succinctement que les inégalités arrivent avec l'apparition de l'agriculture et que l'importance sociale arrive à ce moment-là aussi. On peut penser aussi que la propriété privée se développe à partir de ce moment-là. Jusqu'à présent, on n'a pas de preuve directe de la question de l'apparition de la propriété privée. On a quelques cas pour l'âge du bronze, mais bien plus tard, donc vers 2000, 1500, on a des cas de schémas, de gravures qu'on interprète comme des cadastres. Vous avez peut-être entendu parler, on a découvert dans les caves du musée de Saint-Germain-en-Laye une carte comme ça qui venait d'une tombe de l'âge du bronze. On a des cas en Italie, donc on se dit que s'il y a cadastre, peut-être qu'il y a propriété privée, mais symétriquement, dans beaucoup de sociétés paysannes, on redistribuait les terres régulièrement. Par exemple, dans le système de la communauté villageoise russe, ce qu'on appelle le MIR, eh bien, à chaque génération, en fonction du nombre d'enfants de chaque famille, on redistribuait les terres. Donc il n'est pas certain que la propriété privée existait tôt et dans toutes les sociétés agricoles. Merci. J'avais une question un peu plus triviale sur les moyens de l'archéologie aujourd'hui. Vous disiez qu'il y avait les moyens financiers, le lien avec le politique, et vous parliez de 90% de fouilles de sauvetage. Oui. Quand j'ai commencé, moi, à enseigner, c'était pas aussi élevé, si je me rappelle. Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup plus de campagnes de fouilles sur le long terme, et on avait toujours des sites, notamment préhistoriques, qui étaient fouillés pendant des années. Oui, l'archéologie préventive, elle s'est développée beaucoup plus tard en France, notamment pour les raisons que j'ai évoquées brièvement. C'est que le passé de la France n'était pas très intéressant pour les élites. Si vous allez, chaque pays a un grand musée national qui exalte le passé. Si vous allez dans notre grand musée national et qui s'appelle le Louvre, vous trouverez que des objets de l'Orient, la Grèce et Rome. Et les objets du territoire français, ils sont à Saint-Germain-en-Laye. C'est toute une expédition pour y aller, il n'y a pas d'argent, il y a peu de public, Donc ça s'est mis en place beaucoup plus tard. La loi qui oblige les aménageurs à payer et qui prévoit des sondages systématiques, elle n'est que de 2001. Elle était en plus remise en cause 2 ans après par la nouvelle majorité parlementaire qui a introduit la concurrence, c'est-à-dire que une fois qu'un aménageur doit payer pour des fouilles, néanmoins c'est lui qui choisit qui va intervenir. Et il va donc effectivement choisir le plus rapide et le moins cher, même si le ministère de la Culture théoriquement doit contrôler la qualité, mais il y a un agent par département à peu près pour ce faire. Donc les moyens ont effectivement considérablement augmenté. C'est-à-dire dans les années 70, il y avait 600 archéologues professionnels en France, dont la moitié travaillait sur l'étranger, justement, l'Orient, la Grèce et Rome. Actuellement, il y en a entre 4000 et 5000, mais dont la plupart, effectivement, travaillent en archéologie préventive. Et l'archéologie qu'on connaissait jadis en France, justement, comme ce qui était important, c'était l'archéologie à l'étranger. Et jusque dans les années 70, plus de la moitié des archéologues étaient des archéologues amateurs bénévoles, des enseignants, des curés, des médecins, etc. Maintenant, cette archéologie bénévole, elle a presque entièrement disparu, ce qui est par ailleurs tout à fait regrettable, parce que d'un point de vue culturel, c'était important, puis ça fonctionnait aussi comme lanceur d'alerte par rapport aux travaux en cours. Alors, il y a effectivement de 4000 et 5000 archéologues, c'est beaucoup plus.
Il n'y a pas de chiffre bon. C'est les trois choses, c'est le travail qu'il y a à faire et les moyens disponibles et l'intérêt du public et des pouvoirs publics. Donc c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai connu, moi, c'est bien plus. C'est notre génération, on s'est battu effectivement pour avoir cette législation, mais ça pourrait certainement être, beaucoup mieux. Et effectivement, les fouilles de longue durée, ce qu'on appelle les fouilles programmées, c'est en nombre, en temps et en budget très peu. Mais le budget a augmenté. Dans les années 70, le ministère de la Culture, c'était l'argent qu'il donnait pour les fouilles essentiellement programmées, c'était 2,5 millions de francs. Et maintenant, on estime que le budget de l'archéologie préventive, mais en incluant les salaires, c'est entre 200 et 250 millions d'euros. Donc il y a effectivement une croissance très importante. Mais comme je vous l'ai dit, on encadre actuellement qu'un quart des travaux, sans compter les destructions qu'on ne voit pas. Par exemple, les labourages profonds agricoles, ils peuvent petit à petit réduire en miettes un site archéologique sans qu'on s'en aperçoive. Enfin, on le voit par avion, on voit le site disparaître. Mais... Donc, maintenant, la dernière mode, c'est les méthaniseurs, fabriquer du méthane. Donc il y a partout des méthaniseurs qui se construisent la plupart du temps sans vraiment de surveillance, parce que c'est en zone rurale, c'est plus compliqué, etc. Et le préfet a toujours la possibilité d'interdire une fouille préventive au nom de l'intérêt économique, puisque la loi de 2001 dit l'État arbitre entre la nécessité de la protection du patrimoine, de la recherche scientifique, c'est plutôt la fouille, et du développement économique et social. Donc le préfet peut toujours dire les emplois.